Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de Pâques. Aujourd'hui, devant le trône noir, le sixième et dernier pack du cycle Le Cercle Brisé. Alors, en préambule, dans ce pack apparaît une nouvelle mécanique, ce sont les cartes liées. Ici, il y a deux cartes qui sont concernées par cette règle, une en gardien, une en chercheur. Le principe, c'est que vous avez une carte, on va dire liante, qui vous indique dans quelles circonstances vous allez chercher des cartes liées qui sont pas dans votre deck, mais qui sont dans une zone hors jeu, la zone des cartes liées. Et donc la carte liante vous dit allez chercher là ou les cartes liées qui ont tel nom et vous les mettez. Alors selon les circonstances, ça va être dans la main, mélangé dans le deck, peut-être dans la défausse, éventuellement dans le deck de rencontre, etc., etc. Et donc ces cartes liées, qui vont être en un ou plusieurs exemplaires, vous ne pouvez pas volontairement les mettre dans votre deck toutes seules, et vous ne pourrez y avoir accès que lorsque vous aurez joué la carte liante qui vous dira comment, comme je l'indiquais avant, qui vous dira où apparaissent ces cartes liées. Donc dans ce pack là il y a deux groupes, cartes liantes et cartes liées, et il y a, j'ai pas le nombre en tête, mais il y a plusieurs autres cartes qui utilisent la même règle dans la boîte du cycle suivant, c'est-à-dire les dévoreurs de rêves. Alors la première carte gardien, Miroir Sacré, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, qui a les traits objet, relique, occulte et béni, limite de 1 par deck, forcé, après l'entrée en jeu du Miroir Sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les deux autres dans votre deck. Quand le Miroir Sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires de la mélodie apaisante, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Donc voilà, premier exemple de carte liante. Un accessoire, vous en avez qu'un dans votre deck maximum, et une fois qu'il arrive en jeu, vous allez chercher les 3 cartes liées, vous en mettez une dans votre main, vous mélangez les deux autres dans votre deck. Ces cartes-là, avant l'arrivée en jeu du Miroir Sacré, elles n'étaient pas dans votre deck, mais mises de côté, posées sur la table, laissées dans la boîte, peu importe. Et quand le Miroir Sacré quitte le jeu, je sais pas, vous le renvoyez dans votre main, ou il est défaussé, ou il se retrouve mélangé dans votre deck, et vous prenez les 3 copies de mélodie apaisante et vous les retirez du jeu. Alors, il faudra voir dans la prochaine FAQ quelle est la clarification, parce qu'il y a des discussions sur ce que deviennent clairement les différentes copies de mélodie apaisante si vous remettez en jeu un Miroir Sacré. Moi, j'ai pas analysé en détail les règles, mais j'ai vu plusieurs commentaires qui disent, vu ce que le livre de règles dit sur hors-jeu et retiré de la partie, une fois que vous avez retiré les mélodies apaisantes de la partie, elles ne peuvent plus être réintégrées, même si on rejoue un Miroir Sacré. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas m'engager, je vais pas donner une réponse tranchée, j'attendrai de lire une clarification. Donc les cartes liées, mélodie apaisante, comme vous le voyez, il n'y a pas d'indication de niveau parce que la carte ne peut pas entrer dans un deck par elle-même, c'est l'entrée du Miroir Sacré qui fera arriver les mélodies apaisantes en jeu. Donc c'est un événement qui coûte 0, icône de volonté, d'intelligence et d'agilité, trait, sort, lié Miroir Sacré, soignez 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, piochez une carte. Donc, ça vous coûte pas de ressources, ça vous coûte une action de le jouer, soin de 2 dégâts et horreurs sur des investigateurs et ou des alliés présents dans le lieu. Et ensuite on pioche une carte pour le remplacer. Alors, à noter, la première copie elle arrive dans votre main quand vous jouez le miroir. Donc on peut considérer que la première copie, il vous a fallu 2 ressources, le coup du miroir et 2 actions, jouer le miroir et jouer mélodie apaisante pour bénéficier de l'effet.
Alors quand vous jouez la deuxième, au total il vous aura fallu 2 ressources et 3 actions. Quand vous jouez la troisième, il vous aura fallu au total 2 ressources et 4 actions. Comme vous en intégrez 2 dans votre deck, vous en mélangez 2 dans votre deck au moment de l'arrivée en jeu du miroir, vous diluez entre guillemets les cartes de votre deck, mais dès que vous avez joué une mélodie apaisante, vous repiochez une carte, du coup ça compense l'augmentation du nombre de cartes dans le deck. Alors le soin, les cartes de soin, là j'ai la liste, il y en a, la plupart, je reprends, la classe qui contient le plus de cartes de soin, c'est la classe gardien. Il y en a en chercheur, et il y en a également en mystique. En mystique, c'est du soin d'horreur en général. Alors, quelques cartes. Premier soin de la boîte de base, c'est un soutien qui coûte 2, qui a 3 provisions, et dépenser une provision, ça permet de soigner un dégât ou une horreur d'un investigateur dans le lieu. Alors, c'est un dégât ou une horreur, et c'est seulement sur un investigateur. Par contre, premier soin de niveau 3, c'est 4 provisions, donc une de plus, et c'est un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un allié. Mais c'est une action pour 1 et 1. Donc, la mélodie apaisante est plus, versatile. Moins contrainte. C'est pas 1 et 1, c'est 0 et 2, ou 1 et 1, ou 2 et 0. Bon, par contre, le premier soin est un soutien. Une fois que vous l'avez mis en jeu, vous pouvez l'utiliser 4 fois. Et au total, ça vous fait 4 utilisations pour 5 actions. Donc en 5 actions, vous soignez 4 et 4. On a aussi le soin d'urgence, un événement qui coûte 2. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soignez 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Là aussi, c'est un événement, donc ça sert qu'une fois. Ça coûte 2, même coût que le miroir sacré. Par contre là, c'est que des dégâts, ça peut pas être d'horreur. C'est sur une seule cible, l'investigateur ou un de ses alliés. Donc on n'a pas la possibilité par exemple de soigner l'investigateur A et un allié de l'investigateur B. Voilà, alors je vais pas montrer toutes les autres, mais pour moi le bilan c'est que Mélodie apaisante c'est une bonne solution de soin. C'est une bonne solution de soin. La carte Mélodie apaisante en elle-même, elle coûte 0, un mélange de 2 dégâts et ou horreur, et vous pouvez panacher entre plusieurs cibles, et ensuite vous repiochez. Alors, par contre, il faut jouer le miroir sacré. Le miroir sacré, c'est un accessoire. Chez les gardiens, comme accessoire, on a un signe de police ou miroir sacré. Donc, il n'y a pas énormément de concurrence. Il y a 2 cartes qui occupent cet emplacement pour le moment. L'insigne de police, qu'est-ce que c'est ? C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 3, un icône de volonté, un icône libre. Vous gagnez plus 1 en volonté, action rapide, tant qu'un investigateur dans votre lieu effectue son tour, défaussez l'insigne de police, cet investigateur a le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires à ce tour. Alors, beaucoup de gens apprécient l'insigne de police d'après ce que j'ai vu. Moi, c'est une carte que j'ai jamais utilisée. C'est une carte qui est dans la boîte de base. Donc je pense que les gens qui ont commencé le jeu à sa sortie, ils avaient un pool de cartes de niveau 1 ou supérieur assez limité. Du coup, ils ont été amenés à tester un petit peu tout. Moi, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer avec uniquement la boîte de base, mais j'ai fait 3 parties. Et quand j'ai commencé vraiment à jouer, j'avais en gros la boîte de base, tout le cycle de Dunwich et la boîte de Carcosa. Du coup, j'avais du choix dans les cartes que je prenais et j'ai jamais ressenti la nécessité d'inclure l'insigne de police. Plus 1 en volonté pour un gardien, ça peut toujours être intéressant, principalement pour résister au deck de rencontre. Et une fois dans la partie, 2 actions supplémentaires, c'est une option bonne à prendre. Si on regarde investigateur par investigateur, si on regarde la liste des investigateurs pour voir quel accessoire, pour voir si
le miroir sacré ou l'insigne de police les intéresserait, eh ben, Roland Banks, c'est vrai qu'il a une volonté de 3 et 5 de santé mentale. Du coup, il est assez sensible, il n'est pas très doué pour réussir les tests qui demandent une volonté élevée, et il risque d'être vaincu à la santé mentale relativement rapidement. Vous ratez 2 tests sur reste pourrissant, un ennemi vous inflige une horreur et potentiellement vous êtes vaincu. Bon, à côté de ça, il a accès à des alliés pas chers, il a accès justement à des cartes de soins, donc, enfin comment dire, il a accès à des alliés pas chers pour encaisser les horreurs, il a accès à des cartes de soins. Faudra voir si vous préférez lui booster la volonté et éventuellement si vous voulez lui booster la volonté et mettre les dégâts et les horreurs en trop sur les soutiens, ou lui mettre le miroir apaisant, le miroir sacré. Il risque d'encaisser plus d'horreurs, mais il aura de quoi se soigner. Alors Zoé Samaras, elle a 4 de volonté déjà, donc l'insigne de police c'est peut-être pas une priorité pour elle, mais de toute façon elle a sa croix. Donc c'est un soutien qui coûte 1, qui a une réaction. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Comme la capacité de Zoé c'est de gagner une ressource quand elle devient engagée avec un ennemi, la croix de Zoé, ça lui permet, elle devient engagée avec un ennemi, elle gagne la ressource, elle incline la croix de Zoé, elle repaie cette ressource et elle inflige un dégât direct à l'ennemi. C'est une combinaison puissante, notamment pour ne pas avoir à se soucier des petits ennemis, genre les rats, on ne se soucie pas de faire un test et potentiellement de le rater à cause de l'échec automatique. Donc dans un deck Zoé, miroir sacré, non je pense pas le mettre. Mark Harrigan. Alors, comme Roland Banks, il a 3 de volonté et 5 de santé mentale, donc il est tout aussi fragile à l'horreur, mais en plus de ça, Mark Harrigan, sa mécanique c'est de... Alors j'ai pas mis la carte à l'écran là, mais sa carte permanente dit s'il s'inflige un dégât direct, il gagne plus 2 dans la compétence de son choix. Donc il va se blesser lui-même pour augmenter ses chances de réussir ses tests. Du coup, s'il se blesse lui-même, il aura l'utilité à du soin. Autre chose, la faiblesse de Mark Harrigan dit subissez une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous. Donc il se sert beaucoup de son permanent, il s'inflige 3 dégâts, il s'inflige 4 dégâts, là il pioche sa faiblesse et d'un coup ça lui fait 2 horreurs, alors qu'il part avec seulement 5 de santé mentale. Donc pour lui le miroir le miroir sacré sera probablement une bonne addition. Quand il joue une mélodie apaisante, soit il se retire des horreurs, soit il se retire 2 dégâts. 2 dégâts retirés, c'est 2 utilisations en plus de la capacité de Sophie, le permanent. C'est-à-dire 2 fois de plus la possibilité de se donner plus 2 à un test. Autre chose, Mark Harrigan, il a réaction. Après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Mark Harrigan, il combat. De temps en temps, il encaissera une riposte. Voilà, de temps en temps, il encaissera une riposte où il sera attaqué par un ennemi. Assez fréquemment, il se mettra lui-même des dégâts sur lui pour se booster. Du coup, Mark Harrigan pioche beaucoup. Moi, chaque fois que je joue Mark Harrigan, à plusieurs reprises dans ma partie, je défausse des cartes parce que j'ai trop de cartes en main. En main, j'ai la dynamite que je garde en prévision d'un ennemi avec beaucoup de points de vie. J'ai 1 ou 2 coups vicieux pareil que je garde en prévision du prochain ennemi avec un nombre impair de points de vie. J'ai la carte signature de Mark Harrigan, éventuellement on se reverra en enfer. Bref,
ma main se remplit de cartes que je garde pour la bonne occasion, et du coup je défausse des cartes. Mark Harrigan y pioche très vite, donc les mélodies apaisantes ne devraient pas avoir de problème pour arriver dans sa main. Et comme il pioche très vite, en général, il pioche sa faiblesse dans une partie. Donc il a vraiment besoin d'encaissement ou de soin. Donc je trouve que pour lui, le miroir sacré est une carte très intéressante. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que c'est une carte assez récente et j'ai pas joué Mark Harrigan ces derniers mois, mais la prochaine fois que je joue Mark Harrigan, sans hésiter, je lui donne le miroir sacré. Alors, Léo Anderson, 4 de volonté, 6 de santé mentale, ça va, c'est mieux que les précédents, mais lui, l'emplacement d'accessoire, il est assez probable qu'il l'utilise pour le crâne décoré. Le crâne décoré, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 0, qui a les traits objet, relique, maudit, qui arrive en jeu avec aucune charge et qui a réaction. Après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource, de la réserve de pions, sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépensez une charge, piochez une carte et gagnez une ressource. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais Léo Anderson, il joue beaucoup d'alliés. Chaque tour, il peut en mettre un en jeu, sans dépenser d'action, pour un coût diminué de 1. Donc, ça incite à jouer beaucoup d'alliés, et la dernière fois que j'avais fait un deck pour lui, je crois que j'étais arrivé à un total de 12 alliés, plus sa carte signature qui est un allié. Donc il joue plein d'alliés. Il peut en avoir... il joue plein d'alliés. Il n'hésite pas à les sacrifier. Et chaque fois qu'il y a un allié qui est vaincu dans son lieu, une charge sur le crâne décoré, et pour une action, il va piocher une carte et gagner une ressource. Du coup, lui, le miroir sacré, il n'a pas la place, à moins d'utiliser le permanent chasseur de reliques pour avoir 2 accessoires en jeu. Et en plus de ça, si vous jouez son rôle à fond, si vous le jouez avec une troupe d'alliés, les dégâts, vous les mettez sur les alliés. Et vous n'essayez pas de soigner Léo Anderson, vous n'essayez pas de soigner les alliés, vous jouez les alliés pour les utiliser, pour entre guillemets, les épuiser. Vous jouez un aventurier pour 3 au lieu de 4, par exemple. En 3 tours, vous transférez toutes ces provisions vers des soutiens qui ont des munitions ou des provisions. Une fois qu'il ne peut plus vous amener, une fois qu'il ne vous fournit plus de provisions ou de munitions, vous le sacrifiez et vous mettez une charge sur le crâne décoré. Enfin, quand je dis vous le sacrifiez, vous le laissez mourir. Par exemple, lors d'une attaque d'opportunité. Caroline Fern, alors elle, c'est le gardien qui combat pas. Elle a 3 de volonté, elle a 9 en santé mentale. Enfin, le gardien qui combat pas avec des armes gardien. 3 de volonté, 9 de santé mentale, ça va, elle encaisse. Par contre, vu ses règles de construction, elle peut être amenée à jouer des sorts, et là, un +1 en volonté l'intéresse. À côté de ça, l'intérêt de Caroline Fern, elle fait gagner une ressource au contrôleur d'une carte quand elle soigne une horreur de cette carte. Du coup, quand elle joue une mélodie apaisante, elle choisit une carte d'un joueur pour y soigner une horreur. Elle choisit une carte d'un autre joueur. Alors il faut encore une fois que les 2 investigateurs soient dans le même lieu. Elle soigne une horreur et chaque joueur gagne une ressource. Pour elle, le miroir sacré présente de l'intérêt, mais elle, en tout cas moi tel que je la joue, l'accessoire le plus intéressant pour elle, c'est la clé de Saint-Hubert, qui va lui donner +1 de volonté, +1 d'intelligence, et qui est un mécanisme de soin d'horreur, j'y reviens pas là-dessus. Caroline Fern, ce n'est pas une combattante, on va l'utiliser pour sa capacité de soin d'horreur, et comme elle combat pas, on va la faire enquêter. Alors soit on lui fait faire essentiellement de l'enquête et un peu de soin, soit essentiellement du soin et un peu d'enquête, mais en tout cas le +1 en volonté, le +1 en intelligence, ça va la booster pour l'enquête entre guillemets normale,
et avec des cartes chercheurs, et pour l'enquête avec des sorts de mystique. Et avec une bonne volonté, vous pouvez aussi lui mettre un flétrissement pour qu'elle fasse des dégâts aux ennemis et à d'autres ennemis que les rats. Voilà, la liste des accessoires. Oui, pour les investigateurs qui ne sont pas gardiens mais qui peuvent inclure des cartes gardiens de niveau 0, là il y a la liste des accessoires, je vais pas tout faire défiler, il y en a un certain nombre. C'est chez les gardiens qu'il y en a le moins. Chercheur et survivant, c'est kiff-kiff. Et mystique aussi, ouais. Et c'est chez les truands qu'il y en a le plus. Et qu'il y en a des puissants comme les dés porte-bonheur. Bref, beaucoup blablaté sur une seule carte. Moi, Miroir Sacré, je trouve que c'est vraiment une carte très intéressante pour une carte de niveau 0. Alors, c'est vrai que le coût de mise en jeu, 2 ressources et une action, est un peu élevé, mais à partir du moment où vous jouez 2 mélodies apaisantes, je pense que vous avez un bon retour sur investissement. Et encore une fois, c'est une carte de niveau 0. Évidemment, une seule dans le deck, il faudra la piocher. Allez, deuxième carte gardien, j'ai connu pire de niveau 0. De niveau 2, pardon. Un événement qui coûte 0, très esprit, rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annuler jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs tout juste infligés, ensuite gagner un nombre équivalent de ressources. Dans Là où le destin tend, on avait le niveau 4, qui annulait jusqu'à 5 dégâts et ou horreurs. Alors l'effet est très bon. Vous encaissez dégâts et ou horreurs, vous annulez, première chose, et ensuite vous gagnez autant de ressources que le nombre de dégâts et ou horreurs infligés. Donc ça vous évite d'encaisser trop et ça vous fournit les ressources qui vont vous permettre de rebondir. Alors j'ai pas prévu l'image de la carte, mais par exemple, vous allez annuler des dégâts, ça vous donne des ressources, et grâce à ces ressources, vous payez une explosion de dynamite. Si vous jouez l'explosion de dynamite de niveau 0, vous prenez des attaques d'opportunité, ce qui peut vous vaincre, mais si vous jouez celle de niveau 2, pas d'attaque d'opportunité. Donc ça peut vous permettre, J'ai connu pire, la carte J'ai connu pire, d'encaisser les dégâts de l'explosion de dynamite et de financer l'explosion de dynamite. C'est un exemple rapide. Donc J'ai connu pire, moi le niveau 4 je l'utilisais, j'aimais beaucoup. La niveau 2, c'est très intéressant. Déjà, annuler 2 dégâts et ou horreur pour gagner 2 ressources, c'est un effet intéressant. C'est déjà pas mal, c'est même très bien. Deuxième chose, comme je le dis toujours, avoir des cartes intermédiaires, c'est bien, parce que vous n'avez pas besoin d'accumuler l'expérience et de tout dépenser d'un coup. Avant, c'était j'ai 2 expériences, j'attends d'avoir 2 expériences de plus pour mettre J'ai connu pire de niveau 4. Maintenant, c'est j'ai 2 expériences, je mets J'ai connu pire de niveau 2. Quand j'aurai 2 expériences de plus, je passerai du niveau 2 au niveau 4. Ou alors, si vous aviez 4, au lieu de mettre un seul J'ai connu pire de niveau 4, vous mettez 2 J'ai connu pire de niveau 2. Voilà. Autre chose, il y a les investigateurs qui peuvent inclure des cartes d'une autre classe. En général, ils peuvent pas aller au-delà du niveau 2. Donc, J'ai connu pire de niveau 2, c'est le même principe mais avec une efficacité réduite, mais ça entre dans beaucoup de decks. Par exemple, William Yorick. Voilà, il peut inclure des cartes gardiens de niveau 0 à 2. Alors William Yorick, avec son effet de récursion, le fait qu'il peut jouer un soutien depuis la pile de sa défausse une fois qu'il a vaincu un ennemi, on peut lui mettre précieux souvenir manteau de cuir pour qu'il encaisse beaucoup. Et donc on pourrait se dire il n'a pas besoin de cartes pour annuler ce qui lui est infligé. Mais J'ai connu pire, ça lui permet aussi de gagner 2 ressources. Et si il joue encore et encore les soutiens depuis sa défausse, si il joue autre chose que Précieux Souvenir et Manteau de Cuir qui sont 2 cartes qui coûtent 0, il va avoir besoin de ressources.
Par exemple, si vous le jouez avec un flic en patrouille de niveau 2, le flic en patrouille, il coûte 4. Donc vous utilisez le flic en patrouille au maximum, il est vaincu, il se retrouve dans la défausse, vous arrivez à vaincre un ennemi, vous rejouez le flic en patrouille depuis votre défausse, il vous faut quand même 4. Et ben, j'ai connu pire, ça vous fournit 2 de ces 4 ressources. Enfin, je dis flic en patrouille, vous pouvez évidemment choisir autre chose, par exemple l'appel de fossoyeur, elle coûte 2. Et si vous jouez, imaginons après tout c'est un survivant, vous jouez William Yorick avec cacher son jeu, grâce à j'ai connu pire, vous pouvez générer 2 ressources d'un coup. Vous voulez rester à 0 ressources pour activer cacher son jeu, donc vous avez 0 ressources, vous avez 0 ressources, vous prenez des dégâts et ou des horreurs, vous jouez j'ai connu pire, vous annulez, vous gagnez 2 ressources, vous dépensez dans la foulée ces 2 ressources pour, je sais pas, jouer un soutien de votre défausse, ou pour jouer une carte depuis votre main, et voilà, de nouveau, vous n'avez plus de ressources, et cacher son jeu marche de nouveau. Je disais, oui, vous êtes en cacher son jeu, vous utilisez j'ai connu pire de niveau 2, ça vous fournit 2 ressources, vous les dépensez, et cacher son jeu s'applique de nouveau. Alors, tous les soutiens gardiens, neutres ou survivants auxquels a accès Yorick, il y en a un paquet, je vais pas vous les détailler. Je vais juste en citer quelques-uns. Et ben, vous avez par exemple, tiens, éventuellement la batte de baseball, qui peut être défaussée si vous piochez le mauvais symbole. Bah, il y a Madame Labranche. Si vous jouez en cacher son jeu et que vous l'avez perdu, vous avez été obligé de la défausser, vous aimerez peut-être la rejouer depuis votre défausse. L'appel de fossoyeur. Alors, les autres investigateurs qui peuvent mettre j'ai connu pire de niveau 2 alors qu'ils pouvaient pas mettre j'ai connu pire de niveau 4. Lola Eyes, parce que c'est un niveau 3 ou inférieur. Calvin Wright, voilà, carte esprit de niveau 0 à 3. Joe Diamond qui a accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 2. Diana Stanley qui a accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 2. Voilà. Et peut-être éventuellement d'autres qui m'ont échappé. Mais il me semble pas. Et oui, si, je suis en train de me dire, il y en a un que j'ai oublié, parce qu'il est très récent. Tony Morgan de la boîte. Tony Morgan c'est niveau 0 ou 1. Donc voilà, j'ai connu pire de niveau 2, c'est très bien. C'est une carte qui est très bien en elle-même. C'est une carte qui peut intégrer pas mal de decks. Et si les règles de construction de votre deck vous le permettent, c'est aussi un tremplin vers j'ai connu pire de niveau 4. Allez, on passe maintenant aux cartes chercheurs. Lexique occulte, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait objet livre occulte, limite de 1 par deck. Forcé, après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées, ajoutez-en une à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le lexique occulte quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires du rituel de sang, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Alors, rituel de sang, ça coûte 0, icône de volonté, d'intelligence et de combat, lié lexique occulte, piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource pour infliger... faudrait que je signale cette erreur-là par contre. Vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, une chose après l'autre. Le lexique occulte, un peu comme le miroir sacré, il va chercher 3 cartes, il vous en met une dans la main, 2 mélangées dans le deck. Le lexique occulte, il occupe un emplacement de main. Les chercheurs, ils ont quand même pas mal de choses qui occupent des emplacements de main. La loupe, le kit à empreinte, l'appareil à souffler,
l'encyclopédie, le vieux grimoire, etc., etc. Par contre, comme c'est un livre, ça veut dire aussi que quand vous jouez le documentaliste, vous pouvez aller le chercher dans votre deck. Vous tutorez pas sur 3, 6 ou 9 cartes, vous cherchez dans tout votre deck. Donc, il ne devrait pas être trop dur à avoir en main. Vous le jouez. Ça vous occupe un emplacement de main, ça c'est pénible ça. Ce qui veut dire que, comme tous les livres, ça fait penser avant tout à un deck Wendy Adams. Daisy Walker, pardon. Un deck Daisy Walker. Là, plus pour son fourre-tout que pour sa capacité à utiliser un livre de plus. Maintenant, le rituel de sang. Ça vous coûte 0, ça vous coûte une action, vous piochez 2 cartes. Jusque-là, bon, c'est un gain d'une action. À noter que vous avez mélangé 2 rituels de sang dans votre deck, donc quand vous jouez le premier, piocher 2 cartes, ça compense l'augmentation du nombre de cartes dans votre deck. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle propose plusieurs effets. Soit vous vous arrêtez là, vous avez pioché vos 2 cartes, vous êtes content, soit vous allez défausser 2 cartes de votre main, les 2 que vous venez de piocher ou 2 autres, pour des effets, à savoir gagner une ressource ou dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans le lieu. Enfin, 2 fois un effet, 2 fois l'autre effet ou une fois chaque effet. Ou même d'ailleurs qu'une seule fois un effet. Du coup, ça peut être... Enfin bon, je vais pas donner tous les cas possibles, parce que je dirais de tête comme ça qu'il y a 8 combinaisons d'effets possibles. Mais cette carte-là est géniale par sa versatilité. Votre main commence à se vider, vous piochez. Vous manquez de ressources, vous piochez puis vous défaussez. Vous avez un ennemi dans votre lieu qui pose problème, vous piochez, vous défaussez, vous dépensez des ressources et vous faites des dégâts directs. Pour un chercheur, c'est bien. À part Joe Diamond, les chercheurs sont pas trop des combattants. Et jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Du coup, vous pouvez utiliser cette carte-là, même s'il n'y a pas le mot-clé combattre, vous pouvez utiliser ça pour infliger des dégâts sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Alors, l'ensemble des cartes chercheurs qui font piocher, il y en a un paquet. Il y a l'assistante de laboratoire, quand elle arrive en jeu, on pioche 2 cartes. Dans Destly, après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise inclinée, la dent Destly, piochez une carte. Monsieur Roux qui fait tutorer. Nourrir l'esprit, voilà, test d'intelligence de difficulté 0, piochez une carte pour chaque point de réussite. Bon, je lis pas toute la carte, mais vous avez croquis absurde, piochez 3 cartes. Discerner l'impensable, mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main, piochez les cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Révélez les anciens. Voilà. Les chercheurs sont la classe de la pioche et rituel de sang, bon, c'est une petite carte de pioche, pas désagréable. Mais la possibilité de faire des dégâts. En chercheur, on a quoi ? On a, attention, divulgachage. On a l'étrange solution, voilà, fiel, acide. 3 provisions, action, dépenser une provision, combattre. Vous attaquez avec une compétence de force de base de 6. Cette attaque inflige plus de dégâts. On a aussi pierre ancienne, utilisation X secret, réaction quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. On a aussi j'ai un plan, combattre, cette attaque utilise l'intelligence lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Donc, fiel acide, vous faites un test. Vous avez une compétence de base de 6, mais vous faites un test. Et si vous réussissez, c'est 3 dégâts. Pierre ancienne, pas de test, dégâts directs, mais il faut piocher les cartes. Si vous êtes engagé avec un ennemi, jouez une action pour piocher des cartes, et pour activer la pierre ancienne, ça vous provoque une attaque d'opportunité. Du coup, pierre ancienne, ça marchera plutôt pour un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, ou distant, ou pas engagé. Sauf si vous utilisez rituel de sang pour piocher les cartes qui activent la pierre ancienne. J'ai un plan, il faut faire un test d'intelligence, certes, mais il faut quand même faire un test pour infliger jusqu'à 4 dégâts. Rituel de sang,
pas de test, et jusqu'à 2 dégâts si vous payez. Si vous jouez pas les tabous, eh bien dans votre deck, vous pouvez mettre le docteur Milan Christopher pour gagner les ressources qui vous serviront à faire des dégâts avec Rituel de sang. Donc là, si je résume, Rituel de sang, c'est une carte correcte de pioche, c'est une carte de génération de ressources correctes, c'est une bonne carte de dégâts directs, et le fait qu'on ait tout ça sur la même carte, ça en fait pour moi une très bonne carte. Alors il y a le problème que le lexique occulte, il occupe un emplacement de main, et il bloque cet emplacement de main parce que si le lexique occulte quitte le jeu, vous retirez de votre deck ou de votre défausse, enfin vous retirez du jeu tous les rituels de sang. C'est le défaut. Pour ça que l'effet est très bon, mais il faudra quand même y songer à 2 fois avant de l'utiliser dans un deck autre qu'un deck Daisy Walker, qui elle a son fourre-tout. Alors là j'avais mis Minty-Fan, je sais plus pourquoi. Oui bon, Minty-Fan, comme un de ses intérêts c'est d'attribuer des cartes compétences, enfin d'attribuer des cartes à des tests de compétences, il faudra qu'elle pioche. Du coup, Rituel de sang, ça la fait piocher, oui. Bon, à côté de ça, elle a une faiblesse qui occupe un emplacement de main. Donc si vous mobilisez une main pour le lexique occulte et qu'elle pioche sa faiblesse, c'est-à-dire qu'elle défausse l'objet qu'elle avait dans son autre main. Bon, c'est gênant. Troisième carte, chercheur du pack, discerner l'impensable. Un événement de niveau 5 qui coûte 1, qui a 3 icônes d'intelligence, trait perspicacité. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main, piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Retirez, discerner l'impensable de la partie. Donc, bon, il faut dépenser les 5 XP. Les 3 icônes d'intelligence, c'est génial. Mais bon, si vous avez dépensé 5 XP, la carte, vous voulez l'utiliser pour son effet principal, je pense. À moins que les 3 icônes d'intelligence vous fassent gagner le scénario. Vous mélangez n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. Vous choisissez, c'est pas toutes. Non, c'est autant que vous souhaitez. Et ensuite, vous piochez jusqu'à atteindre la taille de main maximum. Vous retirez cette carte de la partie. Donc vous ne pourrez pas la rejouer avec mémoire eidétique. Mais en partant du principe que vous avez pas ou peu de faiblesse et que vous avez pas ou peu de cartes en main que vous souhaitez garder, ben ça va être la pioche de 4 cartes, 6 cartes, voire dans les cas les plus extrêmes, 8 cartes ou 10 cartes si vous avez une assistante de laboratoire en jeu. C'est énorme. Alors, si vous n'aviez pas encore pioché votre faiblesse, probablement vous la piocherez. Ça peut aussi vous amener à la fin de votre deck et donc vous faire encaisser une horreur. Mais bon, un chercheur, les horreurs, il les encaisse pas trop mal en général. Alors bon, là j'ai remis les cartes de pioche des chercheurs. Mais pour une pioche aussi massive, il n'y avait qu'une seule carte. Jusqu'à présent, c'était Nourrir l'esprit. Soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait sort. Utilisation 3 secrets. Action, incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret. Effectuer un test d'intelligence 0. Piochez une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Donc, nourrir l'esprit, à 3 reprises, vous piochez un nombre variable de cartes, potentiellement beaucoup. Et si vous en piochez trop, vous subissez des horreurs. Alors à noter que moi, j'ai utilisé cette carte-là dans un deck justement, je crois que j'avais appelé ça Mine aux mains pleines, un deck où elle piochait plein de cartes, et ben je crois que j'ai pioché 12 cartes une fois. Et évidemment, je me suis pris 5 horreurs, je crois. Je crois que j'ai pris 5 horreurs à cause de l'excès de cartes en main, et Minty-Fan a été vaincu. Bon, ça c'est dommage, mais nourrir l'esprit, ça peut permettre de piocher plein de cartes. Si vous n'avez pas de chance, vous en piochez 2. Avec nourrir l'esprit aussi, vous pouvez piocher votre faiblesse ou vos faiblesses quand vous êtes avancé dans la partie et que les scénarios vous ont donné des faiblesses. Par contre, nourrir l'esprit, ça vous... comment dire ? La pioche ne dépend pas du nombre de cartes que vous avez en main.
Ce qui dépend du nombre de cartes que vous avez en main, c'est si vous allez encaisser des horreurs, si vous allez subir des horreurs ou pas. Discerner l'impensable, évidemment, si vous avez plein de bonnes cartes en main, vous le jouez pas, vous attendez encore un peu. Mais si vous voulez à tout prix piocher que vous avez 4 bonnes cartes en main, c'est la pioche seulement de 4 cartes. Nourrir l'esprit, vous avez 4 bonnes cartes en main, et si vous réussissez votre test, vous piochez 6 cartes, 8 cartes, vous dépassez votre taille de main, vous prenez des horreurs, ça c'est pénible, mais au moins vous avez pu conserver beaucoup de cartes et en piocher beaucoup. Donc, discerner l'impensable, voilà, si vous jouez un deck avec notamment Minty Fan, avec l'idée je veux avoir en main toutes les cartes dont j'ai besoin maintenant, c'est super. Alors à 5 points d'expérience l'exemplaire de la carte, c'est quand même assez probable que vous n'améliorerez pas beaucoup de vos autres cartes. Et depuis tout à l'heure, je précise que c'est une bonne carte pour Minty Fan, pour qu'elle ait plein de compétences en main. Minty Fan, elle peut aussi inclure Yaotl, qui donne un bonus à un test égal au nombre d'icônes appropriées sur la carte qui est sur le dessus de la pile de la défausse. Donc discernez l'impensable, vous remplissez votre main de cartes compétences, vous les utilisez, elles se retrouvent dans votre défausse et Yaotl vous redonne leur bonus. À moins que ce soit des icônes libres. Moi je trouve vraiment que c'est une carte géniale, discerner l'impensable. Limitée à certains types de decks, mais dans le bon deck, c'est une carte géniale. Carte truand, tu m'en dois une. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 0, faveur stratagème. Regardez la main d'un autre investigateur. Vous avez le droit de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, cet investigateur et vous piochez chacun une carte. Alors, techniquement, moi je joue toujours en solo, avec un ou plusieurs investigateurs, mais techniquement, les joueurs ne dévoilent pas le contenu de leurs mains respectives. Premier intérêt de cette carte-là, vous voyez la main d'un autre investigateur. Il faudrait que je vérifie les règles attentivement, mais je suppose que si vous regardez la main d'un autre investigateur, vous voyez aussi ses cartes cachées. Je ne parierai pas là-dessus. J'avoue que j'ai la flemme de regarder là tout de suite la règle telle qu'elle est écrite, parce que moi, comme je joue tout seul, je sais ce qu'il y a dans la main de chaque investigateur, mais si vous jouez avec d'autres personnes, avec d'autres joueurs, c'est quelque chose à considérer. Une fois que vous avez joué la carte, vous piochez une carte, et ça vous fait remplacer tu m'en dois une. L'autre joueur pioche une carte. Bon, c'est pas rien. Et l'effet de jouer une carte qui est présente dans la main de l'autre investigateur, c'est quelque chose, c'est le genre de carte, on met pas ça dans son deck sans connaître précisément le deck, les autres decks présents à la table, pour savoir si les autres ont des cartes intéressantes. Mettre cette carte-là dans son deck et se dire je verrai bien au dernier moment si c'est utilisable, je trouve que c'est gâcher un emplacement de deck. Maintenant, si vous jouez avec si à la table, il y a un investigateur qui peut mettre dans son deck une carte que vous ne pouvez pas mettre dans votre deck, mais que vous aimeriez avoir en jeu, ou au moins jouer quand c'est pas un soutien, c'est une très bonne carte. Je pense pas que je puisse analyser plus cette carte-là, c'est très variable. Si vous voulez utiliser cette carte, vous entendez que les autres joueurs de votre groupe et vous leur demandez qu'est-ce que tu joues et est-ce que ces cartes-là t'accepteraient éventuellement que je les joue sous mon contrôle pendant la partie. Précédemment, dans l'héritage de Dunwich, on avait eu travail d'équipe, un événement gardien de niveau 0 qui coûtait 0, très tactique. Les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets, de soutiens alliés ou de ressources. Donc voilà, travail d'équipe, c'était de l'échange de ce qu'il y a en jeu, et là, tu m'en dois une, on joue depuis la main. À noter qu'il est possible de faire l'un puis l'autre. Le truand joue une carte sous son contrôle depuis la main du gardien, et ensuite le gardien échange cette carte-là.
Imaginons le gardien a mis dans son deck renfort de l'agence, une carte qui coûte 7, il manque de ressources, il dit au truand « Tiens, est-ce que tu peux jouer une carte de ma main ?» Le truand dépense 7 ressources pour jouer sous son contrôle les renforts de l'agence. Ensuite, le gardien joue travail d'équipe et il récupère ses renforts. Deuxième carte, truand. Dédoublé. C'est un soutien de niveau 4 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane, trait rituel, mot-clé exceptionnel, du coup il coûte 8 XP. Réaction, après que vous avez joué un événement incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. L'effet est génial. Alors certes, vous devez repayer le coût, mais en une action, vous payez 2 fois un événement pour le jouer 2 fois. Évidemment, on pense tout de suite à Séphina Rousseau, qui a des règles de mise en place particulières. Quand elle doit piocher sa main de départ, elle pioche 13 cartes au lieu de 5. Elle peut choisir jusqu'à 5 événements et les mettre sous sa carte investigateur et conserver 8 cartes dans sa main. Tout ce qui est en excès dans sa main, elle le défausse. Mais par contre, elle n'a pas le droit à faire un mulligan. Donc quand on joue Séphina Rousseau, on est tenté d'inclure beaucoup d'événements. Je crois que c'est encore lui, je crois que c'était Man from Lang de la chaîne The Whisperer in Darkness qui avait déterminé que dans un deck Séphina Rousseau, si on veut avoir de bonnes chances d'avoir 5 événements en main de départ, il faut viser, de mémoire, 12 événements dans le deck. Voilà, vous avez une dizaine d'événements dans votre deck, et potentiellement vous pourrez les dédoubler. Alors les événements, triés par classe, qu'est-ce qu'il y a par exemple ? Alors, comme c'est une carte truand de niveau 4, évidemment, ça sera accessible quasiment même qu'à des investigateurs de classe truand, si ma mémoire est bonne. Mais on peut par exemple doubler une explosion de dynamite. Alors ça coûtera 10 au total, ou 8 au total si on joue le niveau 2, mais ça fera aussi 6 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans un lieu. On peut dédoubler interroger pour faire 2 tests de discussion et à 2 reprises découvrir un indice dans le lieu et un indice dans un autre lieu. Bon, on peut dédoubler la mélodie apaisante, preuve, scène de crime, voilà. J'ai un plan. Bon, je vais pas toutes les faire encore une fois. Conseil, si vous dédoublez conseil, vous utilisez une action pour jouer conseil et vous donnez 2 actions à un autre investigateur. Donc là, vous avez du gain d'action sur l'ensemble de l'équipe. Croquis absurde pour piocher 6 cartes. Décrypter la réalité, bon, une carte de niveau 4, une carte de niveau 5, vous n'êtes pas prêt de voir un investigateur qui pourrait inclure les deux. Élucider l'affaire, par contre, vous trouvez le dernier indice d'un lieu qui a 5 ou 6 de valeur occulte, et 10-12 ressources. Établir des connexions, découvrir 2 fois 2 indices sans test, etc., etc. Alors on va regarder en truand. En truand, vous avez par exemple attaque par surprise, 2 dégâts sans test, un ennemi incliné dans votre lieu. Contrebande, doubler le nombre de pions munitions ou provisions sur un soutien qui est dans le lieu. Mettons que dans votre lieu, il y a Léo Anderson avec son bar M1918. Il a 8 munitions sur l'arme, vous jouez contrebande, vous jouez dédoublé. Contrebande, ça fait passer de 8 à 16, puis de 16 à 32. Vous avez de quoi faire avec 32 munitions sur le bar. Bon, il y a les 3 cartes qui coûtent 2, qui font un effet dans votre lieu, qui pour 2 de plus font 2 fois l'effet dans le lieu, et qui pour 2 plus font dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Il y a un atout dans la manche, 3 actions supplémentaires pendant le tour, vous le doublez, ça en fait 6. Mais comme je le disais tout à l'heure, jouer une deuxième fois l'événement, c'est aussi le payer une deuxième fois. Donc en début de partie, si vous avez dédoublé, je pense que les cartes que vous doublerez seront des événements pour gagner des ressources. Jour 2 P x2, série gagnant de niveau 2 ou 4 x2, ou tout simplement la planque x2. Ah oui, là j'avais listé quelques cartes, j'aurais dû regarder en avance. Donc comme carte particulièrement intéressante, j'avais listé explosion de dynamite, mélodie apaisante, preuve, scène de crime, soins d'urgence, ouais, tueur de monstres, combattre, mais ça c'est pareil, bon c'est de niveau 5. J'ai un plan, conseil,
croquis absurde, élucider l'affaire, attaque par surprise, contrebande, jour de paix, série gagnante. Ah oui, aussi, attiré par la flamme, ça mettons dans un deck Sephina. Piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors ça va vous faire piocher, si vous la doublez, vous piochez 2 cartes du deck de rencontre, mais 4 indices. Il y a certains scénarios, le but c'est de vider un lieu de ces indices, et sur le lieu il y a 3 indices par investigateur, ou même, je vais pas entrer dans les détails pour les gens qui n'auraient pas joué le scénario, mais il y a un scénario de Dunwich, vous arrivez sur la fin du scénario, vous retrouvez avec un lieu plein d'indices. Et même en solo, découvrir 4 indices en une action, c'est pas de trop. Autre chose, tempête d'esprit, même raisonnement que pour l'explosion de dynamite. Voilà. Donc dédoubler, oui, c'est une carte qui va doubler l'efficacité d'une action, c'est génial. Par contre, c'est une carte de niveau 4, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est sa carte de niveau 4, mais qui est exceptionnelle, donc cette carte toute seule vous coûte 8 XP, et il faudra que votre deck soit plein d'événements. Mais dans le bon deck, encore une fois, ça serait une carte géniale. Alors, carte mystique, on a 2 cartes de niveau 4. On a 2 versions de niveau 4 pour des cartes qu'on connaissait déjà au niveau 0. Le premier, c'est Atrophie, soutien, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, 2 icônes de combat. Action, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 2 de volonté pour cette attaque. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd 1 de combat, 1 de vie et 1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. La version de niveau 0, il n'y avait qu'un icône de force, vous n'aviez pas de bonus de volonté, et l'ennemi y perdait seulement -1 de combat et -1 d'évasion, pas -1 de points de vie. L'effet d'atrophie de niveau 4 est très puissant, mais très cher. Si vous réussissez votre attaque, l'ennemi perd 1 de vie. Vous n'avez pas besoin de réussir l'attaque. Il suffit qu'il y ait un de ces symboles qui soit révélé. L'ennemi perd 1 point de vie. Donc même si vous avez raté l'attaque parce que vous avez pioché un de ces symboles, il a quand même 1 point de vie en moins. Si vous réussissez l'attaque et que vous révélez un de ces symboles, vous lui infligez un dégât et il perd 1 point de vie. Donc, par rapport à son maximum de vie, il est descendu de 2. Ce qui est intéressant. Comme pour la carte de niveau 0, si vous avez en jeu atrophie et flétrissement, vous attaquez d'abord avec atrophie. Si vous attaquez un ennemi qui a un nombre impair de points de vie, par exemple qui a 3 points de vie, vous attaquez avec atrophie. Si vous réussissez votre combat sans piocher les symboles, il se prend un dégât, et vous l'achevez avec un flétrissement qui lui infligera les 2 derniers dégâts. Si vous ratez votre attaque mais que vous révélez un de ces symboles, comme il a -1 de vie, il a plus que 2 vies restantes, vous pouvez l'achever au flétrissement, sachant que comme il a -1 de combat, ça sera plus facile de le toucher avec le flétrissement. Et enfin, si vous réussissez votre attaque et que vous révélez un de ces symboles, il se prend un dégât, son nombre de points de vie baisse, il ne lui reste plus qu'un point de vie, et du coup vous le rattaquez avec atrophie, vous n'avez pas besoin de dépenser de charge du flétrissement. Effet sympathique, mais 4 XP, je trouve que c'est beaucoup trop cher. L'autre carte, c'est 6ème sens. Donc, niveau 4, ça coûte 3, ça occupe un emplacement d'arcane, 2 icônes d'intelligence, action enquêter, cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence, vous gagnez plus en volonté pour cette enquête, si un symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Niveau 0, c'était pas de bonus de volonté, et si on révélait un symbole, on avait le droit de choisir un lieu révélé connexe et d'enquêter désormais comme si on était dans le lieu, en utilisant la valeur occulte de son choix. Là, on a donc plus de volonté et on enquête simultanément dans son lieu et dans un lieu qui est jusqu'à 2 connexions de distance.
et ben là, pour le coup, je trouve ça très bon. Vous faites une enquête avec a priori votre meilleure compétence. Vous avez un bonus à cette compétence, et potentiellement en une action, vous enquêtez dans 2 lieux distincts. Évidemment, si vous jouez, encore une fois, si vous jouez en solo, il est probable qu'il n'y ait plus d'autres lieux avec un indice que vous souhaitez récupérer. S'il y a des indices ailleurs, c'est que vous les souhaitiez pas ou vous les souhaitiez pas, enfin c'était pas une priorité, mais c'est quand même de l'enquête à la volonté et la possibilité de trouver 2 indices en un coup. Ça sera intéressant en multijoueur. Voilà, carte suivante chez les survivants, l'heure de niveau 2. C'est un événement qui coûte 1, qui a 2 icônes d'agilité. Ruse, attachez cette carte à votre lieu ou un lieu connexe. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court, au lieu de l'endroit où il devrait notamment aller. Forcez tant qu'il est attaché à la fin du round, défaussez l'heure. Niveau 1, il fallait l'attacher dans son lieu. Et c'est la seule différence. Donc là, l'heure de niveau 2, l'intérêt c'est que vous n'êtes pas obligé de l'attacher dans votre lieu. Si vous attachez l'heure dans votre lieu, vous leurrez les ennemis vers vous, ce qui n'est pas très intéressant. Et si vous voulez pas les leurrer vers vous, c'est-à-dire que vous devez vous déplacer dans un lieu, y mettre le leurre, puis repartir, si possible dans une autre direction. Alors qu'avec l'heure de niveau 2, vous ne vous déplacez pas, c'est le leurre que vous mettez ailleurs. Et là, j'aurai la flemme, c'est à peu près sûr, mais là, ça serait bien que j'ai un graphique, que je puisse faire un petit dessin. Imaginez, vous êtes dans un lieu A. Votre ennemi est dans un lieu B. Et il y a un lieu C qui est connexe à A et à B. Vous mettez votre leurre de niveau 2 dans le lieu C. Face des ennemis, l'ennemi, il va dans le lieu C. Fin du round, vous défaussez le leurre, et l'ennemi va aller de C vers le lieu A. Donc, ça le retarde d'un round. Ça le retarde d'un round pour arriver dans votre lieu. Et vous n'avez pas eu besoin de dépenser d'action pour mettre en place le leurre. Carte suivante, E-Catastrophe. C'est un événement de niveau 3 qui coûte 2, qui a 2 icônes libres. Trait chance et béni. Rapide à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion échec automatique. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens. Donc, vous faites un test. Vous révélez votre pion du KO. Le malus vous ramène un niveau de compétence de 0. Vous payez 2, vous jouez E-Catastrophe et vous considérez que vous avez tiré un signe des anciens. Évidemment, vous jouez cette carte-là si le signe des anciens vous fait réussir. Donc, ça va demander quand même une fenêtre d'utilisation assez... ça va être efficace dans une fenêtre relativement étroite. Parce que je dise pas de bêtises, si vous partez d'un niveau de compétence élevé, c'est assez peu probable qu'un modificateur vous ramène à 0, sauf si c'est l'échec automatique. Donc vous direz peut-être, j'ai catastrophe en main, j'ai pas besoin de beaucoup booster. Mais si vous boostez pas suffisamment, en vous disant, comme je booste peu, il est assez probable que j'arrive à 0 après modification. Si vous partez d'une valeur faible, le signe des anciens vous suffira peut-être pas à réussir. Vous avez un signe des anciens qui vous donne un +1. E-Catastrophe vous permet de réussir, déjà si vous êtes réduit à 0, et si vous partiez de 1 en dessous de la difficulté. Donc la difficulté est de 4, vous avez 3, vous piochez un -3, vous êtes ramené à 0, vous jouez E-Catastrophe, 3 + 1, 4, c'est réussi. Mais si vous piochez un 0, un -1 ou un -2, vous ratez le test et vous ne pouvez pas jouer E-Catastrophe. Donc voilà, j'ai du mal à traduire ça mathématiquement, là comme ça, sans poser les calculs. Donc une fenêtre d'utilisation étroite. Par contre, pour certains investigateurs, ça va être extrêmement puissant. Père Mathéo, qui peut l'inclure parce qu'il a accès aux cartes bénies jusqu'au niveau 3, lui, son signe des anciens, c'est une réussite automatique, et après la fin du test, piocher une carte et gagner une ressource, ou, si c'est son tour,
effectuer une action supplémentaire. Donc pour lui, E-catastrophe, c'est une réussite automatique. Le truc qui est intéressant, c'est Père Mathéo, il considère qu'il a pioché un signe des anciens, et ben c'est réussite automatique avec un bonus additionnel. Enfin je veux dire avec un effet, piocher une carte et gagner une ressource ou une action supplémentaire pendant son tour. Wendy Adams, pour elle c'est plus 0, mais si elle a son amulette en jeu, réussite automatique. Pour Ashcan Pete, c'est plus 2, c'est bien plus 2 pour un signe des anciens, et en plus il redresse Duke. Or Ashcan Pete, il va essayer de beaucoup utiliser Duke pour faire des tests avec une valeur de compétence de base de 4. William Yorick, plus 2, encore une fois bonne valeur, et il renvoie une carte de la pile de sa défausse dans sa main. Éventuellement, alors, il faudrait revérifier le timing. Je suis convaincu qu'on ne peut pas appliquer cet effet sur la carte catastrophe parce qu'on est en train de la résoudre, elle n'est pas encore dans la défausse. Mais, si dans votre deck vous avez 2 cartes catastrophes, eh bien, vous jouez la première, elle va dans votre défausse. Vous jouez la deuxième, elle vous permet de renvoyer la première dans votre main. Et tant que vous avez des ressources, vous pouvez les alterner, avec toujours la condition qu'il faut être amené à 0. Vu ses caractéristiques, pour William Yorick, ça serait plutôt pour l'enquête. Il fait une enquête, il pioche un -2, ou pire, il joue à catastrophe. Du coup, il n'a pas un -2, il a son 2, un +2 grâce au signe des anciens, et il réussit son enquête si la valeur occulte n'est pas supérieure à 4, ce qui représente quand même quasiment tous les lieux. Rita Young, également un +2, et elle n'a pas de restriction sur sa réaction, la réaction qui dit « Après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe. » Normalement, il y a une limite d'une fois par round. Rita Young, elle joue l'évasion, elle va essayer d'échapper un maximum, et elle a la possibilité, là, grâce à E-catastrophe, elle fait un premier test, si possible avant la phase d'investigation, pour qu'elle puisse en bénéficier plus, pour qu'elle puisse bénéficier du bonus du signe des anciens plus longtemps. Mettons pendant la phase de mythe, encore une fois, test d'intelligence, les survivants sont pas très intelligents visiblement. Elle fait un test d'intelligence, elle le rate, elle joue catastrophe, elle a plus de limites. C'est son tour, elle fait 3 évasions. Alors pour faire 3 évasions, il faut avoir 3 cibles valables, ou alors au moins elle fait évasion, engagement, évasion, et elle va faire 2 dégâts. Sans avoir à tester pour les dégâts, seulement pour l'évasion. Et enfin, la dernière, Patrice Huffeway. Elle a que +1, mais après la fin du test, elle mélange toutes les cartes de sa défausse sauf une dans son deck. Patrice Huffeway, à la fin de chaque phase d'entretien, elle défausse tout ce qui lui reste en main, puis elle pioche jusqu'à avoir, sauf les faiblesses, puis elle pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main, donc son deck tourne très vite. Il y a des cartes qui se retrouvent dans la défausse avant qu'elle ait pu les utiliser potentiellement. Et ben voilà, vous remettez dans votre deck, vous retardez le moment où vous piocherez votre faiblesse également. Donc catastrophe, carte géniale. Allez, le récapitulatif. Miroir sacré, je trouve ça vraiment très bon pour une carte de niveau 0. Il y a assez peu d'investigateurs pour qui ça sera très gênant d'utiliser l'emplacement d'accessoires. Et du soin dans un deck qui est a priori un deck de combattants, c'est très intéressant. Les investigateurs qui en auront peut-être le plus l'utilité, Mark Harrigan, parce qu'il s'inflige lui-même des dégâts et qu'il est sensible aux horreurs, Roland Banks parce qu'il est sensible aux horreurs, et Caroline Fern parce que c'est son boulot de soigner les horreurs. Bon, mélodie apaisante, ça va avec miroir sacré. J'ai connu pire de niveau 2, annuler jusqu'à 2 dégâts et horreurs tout juste infligés, puis gagner autant de ressources, c'est un effet génial. Et c'est une carte qui entrera dans plein de decks. Lexique occulte et rituel de sang, l'effet est très intéressant, mais le fait que le soutien qui fait venir, le fait que le soutien qui fasse venir dans la partie les cartes liées soit un livre qui occupe un emplacement de main, je pense que ça restreindra quand même cette carte au deck Daisy Walker. Discerner l'impensable, en une action
pour une ressource, on regarnit sa main, je trouve ça génial dans un deck Mintifan. Par contre, pour 5 XP, je pense pas que dans l'immédiat je mettrai dans d'autres decks. Mais dans un deck Mintifan, j'ai essayé. Alors malheureusement, le renouveau de Carcosa a eu raison de mon duo, mais dans un deck Mintifan, oui, c'est... Dans un deck Mintifan qui pioche, voilà, nourrir l'esprit, discerner l'impensable, j'ai la base de mon deck. Tu m'en dois une, c'est une carte marrante, mais je sais pas, moi c'est pas quelque chose... J'ai pas envie de bâtir... J'ai pas envie de faire un deck, d'y mettre une carte, pour pouvoir dire à l'autre joueur, tiens, dans mon deck, j'ai une carte que j'ai intégrée pour que toi tu puisses la jouer. C'est effectivement un concept amusant, mais la réalisation ne m'enthousiasme pas. Dédoubler une action pour jouer 2 fois un événement, c'est génial. Par contre, la carte coûte 8 XP, dédoubler les événements va vous coûter plein de ressources, du coup, il faudra un deck dans lequel vous aurez beaucoup d'événements, avec lequel vous aurez économisé 8 XP, et dans lequel il y aura des événements qui donnent des ressources, planque, jour de paix, série gagnante, par exemple, afin de pouvoir payer ces événements que vous dédoublez. Atrophie de niveau 4, l'effet est sympa, mais 4 XP ça fait cher pour... Voilà, ça fait cher pour ce moins 1 point de vie qui est conditionnel. 6e sens de niveau 4. Alors là, par contre, oui, c'est tout aussi conditionnel, mais si la condition est présente, vous enquêtez simultanément dans 2 lieux. C'est quand même très intéressant. L'heure de niveau 2, c'est sympathique. L'heure de niveau 1, je pense pas que ça présentait le moins d'intérêt, ou presque. Là, l'heure de niveau 2, c'est jouable. Moi, c'est pas... Alors, comme il y a 2 icônes d'agilité, si ça pourrait rentrer dans un deck évasion, en se disant, au pire, j'utilise les 2 icônes, mais c'est un raisonnement que j'ai pour des cartes de niveau 0, pour des cartes qui coûtent de l'XP, je les mets pas en pensant avant tout aux icônes. Donc leur niveau 2, je suis pas trop convaincu. Et, catastrophe, vous mettez ça dans le deck d'un investigateur qui a un signe des anciens très efficace, et c'est une carte qui vous dit réussissez ce test que vous devriez rater. Voilà. 2 icônes libres, c'est aussi la possibilité éventuellement de l'attribuer. Notamment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, deck Wendy Adams, elle attribue un test, peu importe lequel, elle se donne plus 2. Maintenant, c'est dans sa défausse. Si elle a son amulette en jeu, elle joue catastrophe depuis sa défausse. Et si elle joue depuis sa défausse, ça revient dans son deck. Alors globalement, moi j'aime bien ce pack. Encore une fois, le duo, le duo miroir sacré plus mélodie apaisante, très bien. Lexique occulte plus rituel de sang, c'est très prometteur. Je verrai ce que ça donne avec Daisy Walker. Dans mes autres decks chercheurs, mouais. J'ai connu pire de niveau 2, très bon. Discerner l'impensable, génial dans un deck approprié, sinon j'y pense même pas. Dédoubler niveau 4, c'est pareil, dans les bonnes circonstances c'est génial, mais ça va être dur à intégrer dans le deck. Et enfin, 6e sens de niveau 4, pour un mystique enquêté à la volonté sans dépenser de charge, c'est génial. Et catastrophe de niveau 3 qui est vraiment une carte géniale. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une carte survivant qui est très puissante et qui ne se bannit pas, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc dans l'ensemble, très bon pack, très bonne fin de cycle. Alors, dans la petite rubrique de fin de vidéo, blabla et projets à venir, aujourd'hui j'enregistre, on est le 23 octobre. Je viens de mettre en ligne le renouveau de la nuit de la zélatrice et le renouveau de l'héritage de Dunwich. J'ai pas pu mettre en ligne le renouveau de la route de Carcosa parce que les cartes ne sont pas scannées.
Je voudrais commencer à faire les vidéos pour les dévoreurs de rêves, mais là pour le coup, il y a les images, mais pas les traductions. Donc je vais voir si je me dégage du temps, je demanderai à l'équipe de traducteurs francophones si eux l'ont fait, ils attendent que le responsable du site réagisse, ou s'ils l'ont pas fait, je le ferai. J'essaierai d'y accorder du temps. Donc voilà, sur les vidéos de déballage, je suis un peu bloqué là. Pour Marvel Champions, moi j'attends toujours. J'attends toujours le PDF de règles en VF. J'ai pas envie d'apprendre les règles en VO, puis ensuite de devoir apprendre que, je sais pas comment ça se prononce, fort. Bon bref, ça se traduit par contre. Du coup, j'attends le PDF de règles et la vidéo sur les règles de Marvel Champions, probablement pas avant la sortie de la boîte. Et concernant les vidéos de déballage de Marvel Champions, le deck builder, le site qui a pour adresse Marvel CDB, je crois, pour le moment est uniquement en anglais. L'équipe qui fait la traduction pour Arkham m'a indiqué que c'était pas la même personne qui s'occupait du site pour Marvel. Visiblement, ils sont pas en contact avec lui. Du coup, aux dernières nouvelles, il y a personne sur les forums non officiels, que ça soit d'Arkham ou de Marvel, qui a indiqué son intention de traduire. Moi, ça me gênerait pas de traduire. Ensuite, l'aspect technique, il faut que je prenne le temps pour bien voir comment ça marche, le dépôt sur GitHub, le format des fichiers. Il faut que je prenne contact avec le responsable du site. Visiblement, pour prendre contact avec lui, il faut aller sur Reddit. Moi, j'utilise jamais Reddit, j'ai un peu la flemme. Bon. Du coup, faudra voir si je pourrais pour Marvel faire comme je le fais là avec Arkham à partir du site. À côté de ça, moi je suis enfin entré dans la modernité, j'ai un smartphone maintenant depuis quelques jours. Du coup, si j'ai du temps les prochains week-ends, j'essaierai de faire un peu les magasins, de voir les trépieds pour smartphone. Je m'en achèterai un et au lieu de faire des déballages de boîtes à partir d'un site avec les scans du site, je ferai ces vidéos-là en filmant mes propres cartes et en utilisant le site pour mes recherches de mots-clés, pour toutes mes recherches de mots-clés quand je me demande quelle carte a le trait Avenger, quand je me demande s'il y a beaucoup de cartes qui ont dans leur texte pioché 2 cartes puis défausser une carte, etc., etc. C'est encore des choses à creuser. Par contre, si je franchis le cap de filmer réellement, avec un smartphone, pas avec une caméra faite spécifiquement pour filmer, mais si je me mets à filmer, j'essaierai de trouver un trépied assez haut et pas trop cher. Je crois que j'avais trouvé qu'il me fallait un trépied avec une plateforme, l'endroit où je pose mon appareil, à 1,50 m de hauteur. Et avec un trépied de ce genre-là, je pourrais filmer pas uniquement des cartes, mais carrément toute une aire de jeu et filmer des parties. Bon, ça reste très hypothétique, je pense que en novembre et décembre, je vais être très occupé. J'aurai pas le temps de faire plein d'expérimentations sur le tournage de vidéos, mais c'est quelque chose que je garde en tête pour 2020. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, notamment si vous avez des recommandations pour des trépieds adaptés à des téléphones de taille, assez standard. Que ça soit un petit trépied qu'on pose sur la table pour tenir le téléphone à
on va dire à 20 cm de hauteur, ou plus intéressant, des trépieds, j'allais dire de vrais trépieds, qu'on pose sur le sol et qui permettent d'avoir le téléphone à peu près 1,50 m de hauteur. C'est pas un domaine. Tout ce qui est photographie, vidéo ou smartphone et tablette, ça m'intéresse pas des masses, du coup, j'y connais pas grand chose. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'en suis quand même à quasiment 1h40 d'enregistrement. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Une remarque, un commentaire, éventuellement me signaler une erreur que j'ai faite, n'hésitez surtout pas. On m'en a signalé une dans ma vidéo de ce midi. Du coup, j'ai pu prendre en compte, mettre une note, mettre un correctif dans le sous-titre de la vidéo. Je me vexe pas, au contraire, c'est mieux que ça soit corrigé pour les suivants. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bon voilà, moi je vous dis bonne journée, bonne partie et à la prochaine. Au revoir.